Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir dans ce webinaire qui est intitulé Réflexion sur l'empathie et la compassion pour préserver notre vocation. Donc moi, c'est Priscilla, je suis infirmière de formation et je suis également cadre pédagogique au sein du CHEM. Nous avons ce soir la chance d'avoir comme experte Marie Salamin. Marie, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Marie Salamin, je suis infirmière aux hôpitaux universitaires de Genève, donc en Suisse depuis 2017. Moi, je travaille dans un service de médecine interne, mais plutôt orienté psychosomatique, avec de la réadaptation psychosomatique, la prise en soin de patients souvent qui souffrent de problèmes d'addiction. Et je suis formée en pleine conscience, en MBSR et également en diabétologie. J'ai fait en fait mon mémoire d'études, sur, l'impact de la pleine conscience sur les infirmières et le stress des infirmières en Suisse et le titre c'était, «La compassion, un rempart à l'épuisement des infirmières» et c'était une revue en fait de littérature sur la MBSR. Donc en fait l'impact sur le burn-out. J'ai ensuite travaillé pour des ONG en Roumanie, au Liban et en Irak jusqu'en 2016. Et donc, quand madame, Huet m'a contactée pour parler en fait de ce thème-là, j'ai dû me replonger dans mon travail et en fait, j'ai constaté qu'il y avait encore beaucoup d'études qui avaient continué sur ce sujet et que les recherches vraiment sur la compassion, elles continuent à évoluer. Donc, moi, depuis le début de ma pratique professionnelle, je constate beaucoup d'épuisement chez mes collègues, j'ai beaucoup aussi de camarades de promotion qui ont déjà complètement quitté la formation. Et je le vois cet épuisement, je le constate au quotidien, mais je dirais donc il y a des conditions de travail qui sont pas évidentes, mais il y a aussi autre chose, c'est cette confrontation à la souffrance. Donc la question, puis le centre de ce webinaire, ça va être, est-ce qu'on peut se protéger? Et puis comment est-ce qu'on peut protéger notre vocation de soignant? Voilà. Merci Marie. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, moi je souhaitais souligner que Marie a souhaité reverser sa rémunération à l'association Point Cœur qui milite pour la compassion envers en faveur des enfants les plus rejetés à travers le monde. Donc je trouvais ça important de le souligner ce soir. Donc, ce webinaire vous est proposé par le CHEM. Pour ceux qui nous découvrent un petit peu ce soir, le CHEM, c'est le Collège des hautes études en médecine. Nous sommes une association qui a été fondée en 88 par des médecins généralistes pour proposer de la formation continue. Le CHEM s'est ensuite déployé pour d'autres formations, notamment les pharmaciens, les podologues, les kinés et les infirmiers. On propose des thématiques vraiment cœur de métier qui sont au plus proche des besoins des professionnels de santé. On propose des e-learning, des classes virtuelles et du présentiel au travers toute la France. Et on a également ouvert l'école des assistants médicaux en Bretagne. Il y en a également en Normandie et dans les Hauts-de-France. Pour ce soir, donc pour que la soirée soit un peu plus interactive, vous avez la possibilité d'utiliser le chat et de poser des questions. Il y aura des pauses dans ce webinaire et donc à ces pauses, c'est moi qui poserai les questions à Marie qui prendra le temps d'y répondre. Donc maintenant, Marie va pouvoir entrer dans le sujet qui nous intéresse tous ce soir. Je vous laisse la parole, Marie. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, je me suis déjà présentée avant, donc là, je vais pas retourner là-dessus. Ah oui, j'avais oublié de préciser si jamais. Donc, en fait, ma formation en pleine conscience, je l'ai faite à l'Université de Laval de Québec. Donc, j'avais un peu voyagé et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, dans toute la francophonie, la compassion, c'est un sujet autant au Québec, au Canada, en Suisse et en fait même à l'étranger. Donc, sur ce webinaire, je voulais d'abord parler un peu de préserver notre vocation, puis l'épuisement surtout des soignants pour le mettre un peu en lumière. Donc, je vais sortir quelques chiffres. Après, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'on est tous conscients, je pense, de la problématique. Ensuite, on va partir sur quelques définitions du burn-out, du stress, les répercussions, surtout les répercussions psychiques. Ensuite, pour terminer, un peu de définition sur l'empathie, la compassion, la fatigue empathique. Et l'idée de base, c'est comment transformer l'empathie en compassion, parce que vous verrez que ce n'est pas forcément les mêmes mots, c'est en tout cas pas des synonymes. La compassion à la lumière des neurosciences, donc un petit peu un compilé d'études qui se sont faites ces dernières années. Et je vais vous parler de quelques méthodes d'entraînement à la compassion. Ensuite, pour aller plus loin, je vous proposerai quelques pistes de réflexion, des documents pour ceux qui veulent se renseigner. Donc, préserver notre vocation, alors est-ce qu'elle est en danger? Donc, moi, je pense qu'on peut très clairement dire oui. 98% des soignants ils reconnaissent avoir déjà ressenti les symptômes de l'épuisement professionnel. Donc ça, c'est un chiffre en France. C'est 7 soignants sur 10 en France qui sont actuellement en situation d'épuisement professionnel. Donc ces chiffres-là, je les sors de l'étude Nuance qui a été faite en 2021 sur
environ 400 médecins et infirmières dans 10 pays différents. À savoir aussi que le chiffre de 98% des soignants en état d'épuisement professionnel, c'est celui de la France, et que par exemple dans les pays nordiques, on est environ à 38%. Donc il y a en plus une grosse exacerbation au niveau de la France et de la francophonie. Voilà. Donc le stress, la peur, en fait, ça permet la survie. Donc c'est un mécanisme, tout le monde le sait, qui est tout à fait physiologique, normal et puis en fait essentiel à la vie. Mais par contre, le stress prolongé, ça déclenche un syndrome d'épuisement professionnel, donc du burn-out. L'idée, tout simple exemple, c'est il y a un lion qui arrive, le lion m'attaque, je suis stressée, je cours, je sauve ma vie. Par contre, si tous les jours vous vous faites attaquer par un lion, vous allez arriver à un épuisement. Enfin, je vous souhaite pas, mais le lien entre le stress et le burn-out, en fait, on prend souvent l'allégorie de la grenouille. C'est-à-dire que la grenouille, elle est dans sa casserole, il fait bon, il fait chaud, puis la température, elle augmente. Donc la température augmente, on s'adapte, ça augmente encore, on s'adapte. Et au bout d'un moment, en fait, l'adaptation n'est plus possible. Il y a un déséquilibre entre les ressources qu'a la personne et les exigences du terrain, de sa profession, et on arrive à un burn-out ou un épuisement professionnel. Les dimensions du burn-out, il y en a 3. Je vais juste vous les dire parce que je pense que souvent ça peut un peu éveiller des choses par rapport à vous, ce que vous vivez dans votre quotidien. Donc il y a d'abord un épuisement physique et émotionnel. Il y a des sollicitations du cadre de travail, des collègues et aussi la relation d'aide qui sollicite beaucoup le professionnel de santé. Ensuite, on arrive dans une dépersonnalisation, donc la personne n'arrive plus à donner, n'arrive plus à être compatissant, une distance émotionnelle qui s'installe, et c'est souvent la dimension qui est la plus touchée chez les soignants. Et pour terminer, il y a une diminution de l'accomplissement personnel, donc on n'est plus efficace, démotivé, la personne perd confiance en elle, en ses capacités. Ces 3 dimensions, elles ont été notamment évoquées par Maslow et Jackson, qui ont aussi créé une échelle qui s'appelle le MBI. Cette échelle, elle est sur 22 items et ça permet de se situer. Donc, si vous posez des fois la question de savoir, oh là là, mais là, je suis à la limite, est-ce que je suis sur le fil ou pas? Vous l'aurez en fait à la fin de ce webinaire, vous pourrez le recevoir en même temps que la rediffusion. Voilà. Mais du coup, on va partir sur quelque chose un peu plus positif, mais la compassion dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, les termes de fatigue empathique, de souffrance compassionnelle, souvent, elles sont associées au burn-out. Des soignants, c'est toujours, voilà, il a fait un burn-out, pourquoi? Fatigue empathique, épuisement compassionnel. Mais alors, du coup, la compassion, est-ce que c'est vraiment, c'est la kryptonite, ou alors le bouclier des soignants? En fait, on parle souvent aussi, on dit, enfin moi je me souviens de mes études d'infirmière au tout début, on me disait ah mais blinde-toi, non mais là ça doit rien te faire. En fait, comme si se couper de ses émotions, ça pouvait nous protéger et se protéger de la souffrance. Voilà. Mais alors, est-ce que vraiment c'est une solution? On va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, il y a une grande différence entre empathie et compassion. L'empathie, c'est un miroir, ça reflète les émotions de l'autre, mais c'est vraiment juste un miroir. Donc Olga Kliméki, c'est une neuroscientifique, elle est aussi psychologue à l'Université de Genève. Et elle dit que le fait d'être trop empathique vis-à-vis de la détresse d'autrui, ça peut amener à un burn-out et donc une fatigue empathique. La compassion, par contre, donc il y a toujours ce reflet, l'émotion de l'autre qui vient nous intercepter, mais par contre, il y a une volonté de la soulager. Donc d'un point de vue étymologique, on dit pathicum, c'est-à-dire souffrir avec, alors que voilà, l'empathie, on parle plutôt quelque chose d'une notion grecque. Mais l'idée de base, c'est vraiment que la souffrance, l'expression de la compassion, ça réconforte la personne qui souffre, mais il y a une volonté d'aider, juste pas seulement un miroir et un reflet du sentiment de l'autre. Sinon, juste à savoir que en fait, la différence entre les deux, c'est toujours une volonté de soulager, mais que souvent les deux termes, ils sont pas forcément différenciés en anglais, par exemple, c'est plus dans la langue française. Alors après, je ne sais pas s'il y a déjà des questions auxquelles on peut répondre maintenant qu'on a vu un peu tout ce qui était un peu plus terre à terre. Non, pour l'instant, nous n'avons pas de questions, donc je pense qu'ils attendent de rentrer dans le vif du sujet. D'accord, alors c'est super. Surtout, vous n'hésitez pas aussi, c'est qu'en Suisse, on a des fois des autres termes, notamment tout ce qui est purement institutionnel au niveau des soins. Donc, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, j'essaierai de traduire en bon français. Voilà. Alors, en fait, l'idée de base, maintenant qu'on sait ça, c'est comment est-ce qu'on transforme cette empathie en compassion? Parce qu'il y a un moyen et c'est possible de le faire.
Donc l'empathie, déjà, elle est nécessaire pour générer la compassion. C'est vraiment l'impulsion, c'est ce qui va donner en fait la possibilité de faire de la compassion. Mais en fait, elle est totalement... déjà, elle est normale, elle n'est pas mauvaise. C'est juste que si on reste que dans l'empathie, on va arriver à de la souffrance. Il y a un système en fait de fonctionnement qui est avec les neurones miroirs que j'expliquerai un petit peu plus loin. En fait, il y a vraiment une conscience de l'émotion à laquelle on est confronté et ensuite il faut y adjoindre une volonté. Alors, il y a beaucoup d'études, enfin de plus en plus en neurosciences, qui tentent de comprendre comment est-ce qu'on peut entraîner les personnes à se protéger des émotions négatives qui sont générées par l'empathie et ensuite à les remplacer par de la compassion. Alors là, je vous ai fait un petit schéma qui est pas, je suis pas très bonne en PowerPoint, mais l'idée de base, elle est là, c'est de parler comment est-ce que les mécanismes de l'empathie se mettent en place. Donc, on est confronté à de la souffrance physique ou psychique de l'autre. Et en fait, cette souffrance, elle fait écho en nous. Et cet écho, il est synthétisé par les neurones miroirs. Les neurones miroirs, en fait, s'activent. Alors, ces fameux neurones miroirs, en fait, c'est un groupement de neurones qui sont, par exemple, utiles dans l'apprentissage par mimétisme chez les enfants. C'est vraiment, je vois, je refais, je ressens, l'autre ressent, je ressens. Ça permet de se mettre, en fait, en résonance avec l'autre. Ces neurones miroirs, ils vont ensuite activer le cortex insulaire. Je vous mettrai après une petite photo d'où est-ce qu'il se situe, mais en gros, c'est vraiment au centre du cerveau. Le cortex insulaire, une fois activé, il va activer le système nerveux autonome, c'est-à-dire augmenter la fréquence cardiaque, le taux de cortisol. Donc là, on arrive vraiment sur la réponse de stress, voilà, stricto sensu. Et ensuite, il y a une adaptation ou une non-adaptation de l'organisme. Donc adaptation, voilà, je vois la souffrance de l'autre, je m'y adapte, je passe plus loin. Par contre, une non-adaptation, a fortiori, puis à force de répétition, eh ben, on va arriver à un burn-out. Alors là, c'est la photo donc du cortex insulaire, enfin une petite image donc qui est vraiment au centre du cerveau. Ensuite, le mécanisme de la compassion, donc il est différent. On va reprendre en fait le schéma de l'empathie parce que comme je disais, l'empathie, elle est nécessaire à la compassion. Donc je reviens juste en arrière. Donc on arrive de nouveau sur la souffrance physique de l'autre, l'activation des neurones miroirs et le cortex insulaire qui s'active. Sauf que au lieu de repartir encore sur l'activation du système nerveux autonome avec l'augmentation de la fréquence cardiaque et la sécrétion de cortisol, pardon, je me perds un peu dans mon... On arrive en fait donc sur la compassion, donc le système nerveux autonome, il ne s'active pas, on est vraiment sur l'activation du cortex insulaire et il y a une volonté de bienfaisance qui va s'adjoindre mais consciemment. En fait, cette volonté de bienfaisance, on parle aussi des fois de theory of mind. En fait, c'est la théorie de l'esprit que peut-être vous avez déjà entendu parler, mais en fait, c'est vraiment cette capacité qu'ont les hommes et les humains à donner un sens et à faire consciemment des choses par rapport à une émotion. Donc cette volonté de bienfaisance qui est adjointe, elle va activer cette fois le cortex préfrontal. Donc il y a déjà une activation du cortex insulaire, mais ensuite c'est le cortex préfrontal qui s'active. Et en fait, le cortex préfrontal, bah, c'est tout simplement la régulation des émotions. Et on arrive dans un autre schéma qui va être, au lieu d'activer le système nerveux autonome avec le cortisol, on va plutôt être sur la sécrétion d'ocytocine. Qu'est-ce que l'ocytocine? En fait, c'est l'hormone de l'amour et ça génère du bien-être. Donc en fait, on est tout à fait dans une autre dynamique, dans un autre paradigme. Et la seule différence qu'il y a eu, c'est l'adjonction d'une volonté, de quelque chose de conscient. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, si ça semble clair. Priscilla, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, Oui, je tout à fait. continue un petit peu. Il y a Céline qui nous demande est-ce qu'il y a des signes pour déceler pardon, le burn-out, car elle en a fait un et elle ne l'a pas senti venir. Alors, moi, je ne suis pas une grande spécialiste du burn-out, mais comme je disais, il y a vraiment les 3 dimensions de la personne qui sont atteintes. Donc cette dépersonnalisation, le fait de plus réussir à donner, de dire après souvent les gens, enfin en tout cas de ce que j'ai lu dans la littérature, ils verbalisent en fait un abattement, une possibilité de plus pouvoir s'adapter au stress, au travail, d'être complètement écrasé par ce stress. Donc je vous parlais aussi de ce test psychologique, le MBI, qui permet de se situer. Mais après, c'est vrai qu'en fait, c'est, enfin, comme on disait, ce schéma avec la grenouille, où en fait, c'est quelque chose d'insidieux, puis qui arrive petit à petit, et puis en fait, au moment où on s'en rend compte, souvent, bah, c'est déjà trop tard, parce que c'est quelque chose de lent, de silencieux et d'assez insidieux. Voilà, donc c'est vrai que d'où je pense l'importance d'avoir cette conscience de soi, d'apprendre à s'écouter. Et en fait, bah, quand on est dans l'urgence, dans le travail,
on s'oublie soi-même. Surtout que je crois que c'est une tendance qui est assez forte chez les soignants, c'est que on prend soin des autres, mais souvent on s'oublie. Et ouais. Moi, je pense que quelque chose aussi, peut-être de plus d'en parler dans les soins, d'en parler dans la médecine du travail, ça permettrait de mettre les mots en fait sur les mots, c'est le cas de le dire, et d'arriver à détecter un petit peu plus précocement les signes de burn-out. Voilà. Très bien, merci Marie. On peut continuer. Voilà, donc voilà, pour les mécanismes vraiment plutôt neurophysiologiques de la compassion. Et là, vous voyez le cortex préfrontal qui est vraiment la zone avant du cerveau, qui d'ailleurs, quand elle est touchée chez les personnes traumatisées, bah, ça crée en fait des dérégulations au niveau de la régulation des émotions. Donc, les neurosciences, en fait, tout ce que je vous sors là, c'est toutes les neurosciences récemment et puis depuis, je dirais, ces 30 dernières années qui ont commencé à faire des recherches là-dessus. Et elles ont découvert pas mal de choses, mais notamment, je vous mets un petit peu les données comme ça, puis après, on en reparlera. On met en lumière en fait que l'attitude compatissante vis-à-vis de la souffrance de l'autre, ça agit comme une protection pour la personne qui l'exerce. Donc, c'est possible de développer sa capacité à être compatissant et notamment, il y a quelques études qui commencent à sortir chez les personnes neuroatypiques, c'est-à-dire atteintes de spectre de l'autisme, où en fait, alors on ne peut pas tout changer, mais on arrive dans une certaine mesure à augmenter et à développer la capacité de compassion et en fait, de mise en lien de ces personnes en fait, qui sont neuroatypiques en s'entraînant avec des entraînements à la compassion. Alors, selon plusieurs études, donc moi je vais vous parler beaucoup d'Olga Klimecki et Tania Singer, qui sont un peu les deux grandes neuroscientifiques qui ont fait beaucoup d'études sur la compassion. Elles voyaient en fait une modification de la plasticité cérébrale à l'IRM lorsqu'on confrontait à des images de personnes en souffrance. La plasticité cérébrale, en fait, c'est tout simplement le fonctionnement du cerveau qui, à force d'apprentissage, se modifie. Et à l'IRM, donc c'était clairement visible. On voyait que les personnes en fait qui étaient sujettes à l'étude, elles développaient un sentiment de bienveillance et qu'elles arrivaient ensuite à la projeter sur les autres. Et les personnes qui ont une tendance empathique, donc empathique et pas compassionnelle, elles montraient plutôt des comportements agressifs dans les situations stressantes. Donc je pense que typiquement, on l'a tous vécu, c'est que au travail, quand il y a des moments de tension, il n'y a pas toujours le meilleur qui ressort et que des fois, entre collègues, il y a beaucoup ici d'agressivité, d'agressivité verbale, mais parfois même physique. Et en fait, cette tendance empathique, elle va exacerber les situations d'agressivité. Ensuite, les premiers résultats, ils étaient visibles à l'IRM en seulement quelques semaines de pratique. Donc, en 6 et 8 semaines de pratique, il y a déjà des résultats visibles à l'IRM, ce qui est quand même assez encourageant. Et sinon, au niveau des activités neuronales liées aux émotions positives, donc même face à des personnes en souffrance, en fait, on arrive à avoir des soignants qui développent des émotions positives, donc ce qui est assez encourageant. L'idée en fait de base de tous ces exercices d'entraînement à la compassion dont je vous parle, c'est tout tiré en fait plutôt de la méditation type bouddhisme, mais l'idée de base c'est de visualiser une personne qu'on aime bien, quelqu'un vraiment de très proche, d'avoir ce sentiment en fait d'émotion positive qu'on pourrait appeler tout bêtement je pense de l'amour, c'est-à-dire la chaleur, et en fait de le tourner petit à petit d'abord vers des connaissances et ensuite vers des étrangers. Donc, il y a par exemple Mathieu Ricard, qui est un bouddhiste, essayiste, moine tibétain, qui a fait beaucoup d'études. Enfin, il a participé aux études notamment de Tania Singer, où en fait, il essayait de montrer en fait à l'IRM, lui, sa manière de faire de la compassion et en fait de le transmettre aux autres personnes. Et en fait, c'est une chose qu'on peut modifier et puis qu'on peut un petit peu moduler. Donc, par exemple, dans ces études, ils utilisaient le biofeedback, c'est-à-dire que la personne fait les exercices, mais en plus, elle voit ses résultats à l'IRM, ce qui lui permet d'être encore plus efficace et d'encore mieux moduler sa réponse de compassion. Ça va toujours? Il y a des questions peut-être? Je vais réapparaître, Marie. Oui, effectivement, Oui. il y a pas mal de réactions et de questions. Il y a quelqu'un qui nous demande quelle est la différence entre bienveillance et compassion. Est-ce que c'est un synonyme? Alors, synonyme, je dirais pas, mais la bienveillance, en fait, c'est l'intention bienveillante qu'on va adjoindre et qui va à la fin induire la réponse de compassion. On va dire que c'est un premier rouage pour justement arriver dans cette compassion.
Mais non, en fait, le mot de bienveillance, il est beaucoup utilisé en pleine conscience, en compassion, parce qu'en fait, c'est un peu le moteur et c'est ce qui va permettre de mettre en route, en fait, cette compassion. Merci. Excusez-moi pour le il y a quelqu'un, j'ai juste eu peur de décorcher le prénom. C'est juste ça. Il y a également Georges qui nous dit, vous parlez de miroir alors que l'on a appris à se détacher pour se protéger. C'est vrai que Oui, en fait, souvent, quand on débute dans le métier, on nous dit il va falloir se détacher de la situation pour réussir à se protéger. oui, c'est vrai que moi, comme je disais au début, moi, la première chose qu'on m'a appris quand j'ai commencé l'école d'infirmière, en plus, j'avais envie de faire un peu des stages assez compliqués. Je voulais partir tout de suite un peu aller au charbon, quoi. Et on me disait, mais surtout, blinde-toi, hein, ne ressens pas. Tu vas voir, c'est dur. J'ai travaillé, par exemple, en néonatologie où bah, il y avait des décès de bébés. Et on me disait, mais non, non, mais coupe-toi de tes émotions. Et je pense que c'est un réflexe qu'on a. Plutôt, comment dire, enfin, de l'éducation de nos grands-parents où c'était il ne faut pas ressentir, il faut se couper. Et en fait, moi, je pense que c'est clairement pas là-dedans qu'il faut aller. Il faut apprendre en fait à s'écouter, à écouter ses sensations, ses émotions, mais de les couper, en fait, ça fait que retarder le problème. Voilà. Donc, non, le miroir des émotions. Puis quand on parle des neurones miroirs et du miroir des émotions, donc l'empathie, c'est un simple miroir. Donc, je vois la personne qui souffre, je la ressens, mais il n'y a rien au bout, il n'y a rien plus loin. Donc là, on arrive en fait dans un risque de fatigue. Par contre, d'y adjoindre une volonté en disant, alors il n'y a pas, par contre, quand je dis volonté de vouloir soulager l'autre, il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc on a l'obligation des moyens, mais pas du résultat. Donc c'est moi, je veux soulager ta souffrance, je la partage. J'ai une volonté de faire quelque chose. Après, il n'y a pas le résultat qui compte. Merci Marie. Il y a également Adeline qui nous demande, j'ai bien compris qu'entre l'empathie et la compassion, il y a un cap de volonté, mais dans les faits, est-ce que cela se traduit par une écoute, une action, c'est-à-dire qu'on ne reste pas simplement sur de l'écoute? Une écoute plus une action, pardon. Elle demande si on ne reste pas juste sur de l'écoute. Bah, en fait, ça dépend de où est-ce qu'on travaille et qu'est-ce qu'on fait comme travail. Moi, je sais que je travaille beaucoup, enfin plus maintenant en psychosomatique. Donc, clairement, l'écoute, en fait, fait partie, grosse partie de mon métier. Après, si vous êtes dans des soins beaucoup plus physiques, vous êtes vraiment dans des soins aigus, bah là, va y avoir aussi de l'action. Je pense que les deux sont pas forcément indissociables, mais à mon avis, en tout cas, l'écoute ne vaut pas moins que l'action. Et parfois, bah, en fait, on est juste réduit à être là, en fait, à juste rester à côté de la souffrance et puis la partager avec la volonté de vouloir la soulager, mais sans pouvoir vraiment la soulager. Et en fait, je pense que l'intention va faire qu'en fait, vous serez aussi, à la fin de notre journée de travail, je pense que si on a pu rester à côté de nos patients et les écouter, même s'ils vont pas mieux, on sera beaucoup mieux, en tout cas beaucoup plus soulagé de nous et on sera pas dans cette détresse de pas avoir pu faire. Mais je Il pense que n'y le a pas, faire et l'être, voilà quoi, l'être est autant important que le faire. oui, il n'y a pas d'obligation d'action. La simple Mm. écoute peut être utile. Alors, il y a Karine qui veut en savoir plus rapidement et qui nous demande, mais on va le voir plus tard, comment développer son attitude compatissante. Y a-t-il une méthode? On va le Oui, il voir. y en a même beaucoup, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Nicolas nous demande, quand vous parlez de pratique, c'est une pratique compassionnelle? En pratique, c'est-à-dire, je pense par rapport aux exercices en fait d'entraînement à la compassion, c'est ça? Oui, je pense qu'il parlait de ça. Oui, alors on va aussi en parler plus tard, mais l'idée c'est qu'en fait, ben, les neuroscientifiques que je vais vous parler, elles ont développé en fait des méthodes d'entraînement, comme on pourrait dire, moi maintenant je vais m'entraîner à la course à pied sur 6 semaines, et puis d'abord je cours 1 kilomètre, puis 2, puis 3. En fait, notre cerveau il s'éduque et il s'entraîne. Voilà. Il y a Simon qui nous dit, déjà victime d'un burn-out également, l'environnement professionnel est prépondérant, même compatissant si on est harcelé. C'est un peu un cercle vicieux. Oui, non, puis après, faut pas non plus être au pays des bisounours, c'est-à-dire que moi, je vais vous parler de comment réagir face à la souffrance de la personne. La souffrance, ben, on y est tous confrontés, puis quelque part, on a fait ce métier, on a cette vocation parce qu'on a envie de la soulager. Donc le but, c'est pas de l'enlever. Par contre, faut quand même appeler un chat un chat. On a des conditions de travail. Alors en Suisse, je crois qu'on est un petit peu protégé encore, mais on y tend. Mais où, enfin, je vois à mes collègues français que ben les conditions de travail, elles sont juste catastrophiques gentiment. Et en fait, moi, je veux donner des clés aux soignants pour faire face à la souffrance, mais ça ne va pas régler le fait que gentiment, les conditions de travail, l'environnement dans lequel on exerce, ben, en fait, il est assez délétère. Après, je pense qu'il y a aussi ce cercle vicieux où, en fait, je parlais d'agressivité quand on est dans la compatie, pardon, dans l'empathie au lieu de la compassion.
Et en fait, quand tous nos collègues autour de nous sont épuisés, sont vraiment tendus, il y a de l'agressivité entre collègues, donc du harcèlement, du mobbing. Et je pense que si on arrive à casser gentiment ce cercle, en fait, où il y a beaucoup d'agressivité entre collègues, d'attente, on pourrait peut-être en tout cas apaiser un peu ce cadre de travail. Merci Marie. Il y a Fabienne qui nous demande si, suite à un burn-out, il est possible de perdre son empathie, voire sa compassion. Est-ce qu'on reste dur, entre guillemets, elle écrit. Alors, en tout cas, il y a la dureté, puis je crois qu'il y a aussi cette fragilité. Donc, une personne qui a déjà fait un burn-out est beaucoup plus à risque d'en refaire un. Donc, l'idée, en fait, justement, de ces entraînements à la compassion dont je vais vous parler plus tard, ils sont aussi beaucoup utilisés, en fait, en thérapie cognitivo-comportementale pour les gens qui ont fait un burn-out ou qui ont des troubles dépressifs récurrents. Et l'idée, en fait, c'est de casser cette carapace qu'on se met parce que quand on a souffert, quand on a eu un burn-out ou qu'on a des difficultés au travail, en fait, c'est automatique, on se blinde. Donc, l'idée, c'est de réapprendre petit à petit à réapprivoiser ses émotions, à remettre des mots dessus pour pouvoir se réouvrir aux autres. Mais après, moi, je peux comprendre tout à fait qu'après avoir vécu un burn-out ou des difficultés au travail, en fait, il y a un réflexe, on se protège et on se blinde. Alors, il y a Nathalie qui nous donne sa réflexion et c'est ce qui a mené cette thématique ce soir. Elle nous dit qu'on lui a appris qu'il fallait être empathique pour pouvoir exercer en tant que professionnel de santé et qu'on ne lui a jamais abordé la compassion, en fait. Effectivement, durant ses études ou durant sa pratique, la compassion n'avait jamais été abordée. Et moi également. Et c'est en lisant et en cherchant que cette thématique est arrivée et en croisant le chemin de Marie que ce soir on a pu créer ce webinaire pour justement réussir à faire évoluer notre pratique et notre manière de penser et sortir de cette obligation d'être empathique et de comprendre quelle empathie, parce qu'on nous demande d'être empathique, mais on nous explique pas forcément ce qu'est l'empathie. Oui, moi, c'était un peu la même réflexion. C'est vrai que quand j'ai commencé mes études, déjà, il y avait un petit peu le sacro-saint blinde-toi dont on a parlé avant, surtout ne ressens rien. Et en fait, c'est aussi presque un peu un gros mot, la compassion, en disant, ah, mais non, t'es trop fleur bleue, faut pas que ça te touche. Et en fait, moi, c'est aussi, en partant notamment avec l'association dont on a parlé au début, Point Cœur, où j'ai appris qu'est-ce que c'était que la compassion. Donc, en fait, j'étais dans des bidonvilles avec des enfants des rues. Et en fait, je me suis pris, j'avais 19 ans, de la souffrance de plein fouet. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on développe en fait comme stratégie? Puis quelle est l'attitude juste pour pouvoir un peu tenir le coup, quoi. Donc voilà. Mais je pense que, enfin, j'aimerais beaucoup que gentiment on tende en fait dans les formations, donc école d'infirmière, à la fac de médecine ou dans toutes les professions de soignants en fait, à parler de ça, et puis que ce soit enseigné en fait. Voilà. Merci Marie. Il y a Fabienne, alors je pose la dernière question, puis on va continuer après. Et les suivantes, parce qu'il y en a beaucoup, seront posées quand on fera une autre pause. Donc il y a Fabienne qui nous demande si on peut utiliser le toucher, par exemple poser sa main sur une épaule ou sur une main, parce qu'elle est préparatrice en pharmacie et sa patientèle se confie apparemment beaucoup et ça la touche. Oui, 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 le toucher d'ailleurs qu'on parle, là j'en ai pas beaucoup parlé dans cette présentation, mais le toucher thérapeutique, c'est aussi un moyen en fait de manifester sa compassion. Donc suivant face à qui on est, en fait je pense ouais, clairement aussi une préparatrice en pharmacie où c'est quelque chose qu'on va pouvoir peut-être facilement faire. Et je trouve que le toucher, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu depuis le Covid, où en fait on a perdu le fait d'être plus proche en fait de nos patients parce que bon, il y avait toutes les règles sanitaires. Et non, je pense que ça en fait totalement partie. Et après, en fait, exprimer sa compassion, on a tous notre couleur, notre manière de soigner. Et en fait, des personnes vont être beaucoup plus tactiles. Et je pense qu'il faut réussir à trouver sa manière de soigner, sa manière d'être soi, d'être compatissant. Et si ça passe par le toucher, oui, tout à fait. Très bien, merci Marie. On vous laisse continuer, puis je reviendrai plus tard. Alors, du coup, je vais vous parler d'Olga Klimecki, qui est en fait une neuroscientifique et psychologue à l'Université de Genève. Moi, je suis tombée sur beaucoup de ses travaux depuis quelques années. Et elle a fait des recherches sur l'entraînement aux émotions sociales, donc l'empathie et la compassion, et leur impact sur le comportement des individus. Donc elle a développé des études dérivées des méthodes de méditation qui durent environ 8 semaines. Maintenant, elle a travaillé, j'ai vu beaucoup avec le CICR, où l'idée, en fait, ce serait de développer
la compassion et l'entraînement à la compassion, notamment dans les zones de conflit pour en fait gérer des conflits internationaux. Donc après, ça peut paraître utopiste, mais moi je dis vraiment pourquoi pas. Ensuite, Tania Singer, alors c'est une psychologue et neuroscientifique allemande. Elle travaille à l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne. C'est un peu l'équivalent du CNRS français. Elle dirige le département des neurosciences sociales et son postulat, enfin ses recherches, elles sont vraiment orientées sur est-ce qu'un changement sociétal qu'on axerait sur la compassion, ça pourrait résoudre les crises économiques, climatiques. Donc elle a fait beaucoup de recherches en économie, elle a un site internet qui est très complet, je vous l'ai mis après en référence parce que ça vaut vraiment le coup. Elle a notamment dirigé le projet Resource, c'est la recherche la plus large à ce jour sur l'entraînement mental à la compassion par la pleine conscience. Donc après, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que la pleine conscience un peu plus en détail. Donc la méthode MBSR ou pleine conscience, c'est la première que je vous parle parce que elle est gentiment, c'est une des plus anciennes. Elle a été développée en 1979 par John Kabat-Zinn et c'est dérivé de la méditation bouddhiste. C'est des méditations guidées qu'on pratique quotidiennement durant 8 semaines. Donc en fait, le cerveau, c'est un muscle. Enfin, c'est un muscle, c'est pas un muscle, mais on pourrait le voir vraiment comme un muscle. Et le fait de l'entraîner, ça permet en fait, dans des situations de stress, de mieux utiliser ses ressources. À la début, donc c'était conçu plutôt pour réduire le stress chez les patients qui avaient des douleurs chroniques, des chimiothérapies, des cancers. Et ensuite, ça a été développé dans vraiment énormément de domaines. Donc après, je vous parlerai de quelques sous-types, mais l'éducation, le sport, le milieu carcéral et aussi en psychothérapie et notamment allié en psychothérapie avec les thérapies cognitivo-comportementales. Mais on verra ça un tout petit peu plus loin. Donc le principe, en fait, c'est pas de penser à rien parce que bah, c'est pas possible, mais plutôt de se centrer sur l'instant présent. Donc l'idée de base pour un peu induire cette pleine conscience, c'est de s'ancrer sur les sensations physiques, donc la respiration, et ensuite, les pensées qui viennent à l'esprit, mais au lieu de dire, moi je pense à mon menu de je vais faire ce soir, je rumine sur ce que le voisin m'a dit, au lieu de rejeter en fait ces pensées, c'est plutôt de les accueillir avec bienveillance. Donc on reparle de nouveau de la bienveillance et sans jugement, mais aussi la bienveillance en fait envers soi. Donc moi j'utilise souvent avec mes patients, c'est plutôt l'image du petit nuage. Donc voilà, on observe la pensée, elle est là, elle n'a pas de raison de ne pas être là, elle n'est pas bien bonne ou mauvaise, elle est juste là. Puis après on la regarde partir. Et en fait, c'est quelque chose qui s'entraîne. Donc, ça apprend à gérer ses émotions et le but, c'est pas de les supprimer parce que c'est contre-productif. Donc, comme on parlait avant, se blinder et ne pas avoir d'émotions, c'est pas possible. L'idée, c'est de les accueillir, de pas les juger. Et puis après, avec la bienveillance envers soi et envers les autres, bah, de dire, bah, aujourd'hui, là, je souffre. Là, aujourd'hui, je suis pas bien ou aujourd'hui, je suis très bien. Voilà. Moi, j'avais notamment pris pour mon travail de bachelor une méta-analyse de 11 études qui avaient prouvé que la pleine conscience avait un impact significatif sur le stress. Si jamais MBSR, c'est l'acronyme de Mindfulness Based Stress Reduction, donc la réduction du stress par la pleine conscience. Ensuite, il y a une méthode qui est de nouveau dérivée de la pleine conscience qui s'appelle la MBCT. Donc, c'est la Mindfulness Based Cognition Therapy. Donc, comme je vous ai dit avant, c'est la pleine conscience, mais alliée à la thérapie cognitivo-comportementale. Juste pour faire rapidement sur les thérapies cognitivo-comportementales, il y a 3 vagues et ces thérapies-là, elles s'appliquent, elles sont de 3e vague. Et l'idée, c'est vraiment de faire un travail sur la cognition, sur les émotions en fait. Ça a été développé par Zindel Segal, John Teasdale et Mark Williams environ dans les années 2000, pardon. Et initialement, c'était conçu plutôt pour prévenir les rechutes dépressives. Donc, chez les patients qui faisaient beaucoup de rechutes au niveau dépressif, il y a eu des très bons résultats. Mais maintenant, ça a été proposé, par exemple, à Genève, à l'Université de Genève, pour une étude. Sinon, il y a la MBCTL. Donc, comme avant, on a vu, c'était la MBCT, donc la pleine conscience alliée à la thérapie cognitivo-comportementale. Mais là, le L, l'acronyme L, c'est surtout que c'est en fait pour les personnes qui sont, on va dire, sans problème psychique notable, c'est-à-dire pour la population en général. Donc là, ça a été développé en 2018. C'est à peu près la plus récente. Le but, c'est d'améliorer la santé mentale et la population en général, mais sans qu'il y ait des pathologies psychiques derrière. Et le but, donc, c'est toujours de développer les facultés de compassion, pardon, pour faire face aux difficultés du quotidien. Donc, c'est-à-dire la compassion envers soi, mais ensuite envers les autres. Parce que, ben, en fait, le centre de la compassion, c'est qu'on doit prendre soin de soi pour prendre soin des autres, et que la compassion, si on ne l'applique pas à soi-même, ça va être compliqué de l'appliquer un petit peu plus loin.
Alors actuellement, donc elle est utilisée pour les étudiants de la Haute École de Santé de Genève. Donc c'est l'école que j'ai faite. Où en fait, nous à Genève, c'est une école qui regroupe les futurs physiothérapeutes, donc kinés, les sages-femmes, infirmières, diététiciennes, ensemble. Et le but, c'est de regarder si on arrive à diminuer le stress et augmenter la capacité de compassion chez ces étudiants. Je vous en parlerai aussi un petit peu plus loin. Et une dernière thérapie aussi, c'est la thérapie focalisée sur la compassion, la CFT. Donc celle-là, elle a été développée par Paul Gilbert, qui est un psychologue anglais. Donc c'est de nouveau de la thérapie cognitivo-comportementale, aussi de troisième vague, donc axée plutôt sur les émotions, la cognition. Le but, c'est de développer, travailler en fait les expériences d'Isabelle de chaleur intérieure. Moi, je dis que tout bêtement, c'est de l'amour, mais apparemment, c'est un peu un gros mot. D'apaiser et en fait de travailler la compassion et l'autocompassion. Elle est utilisée pas mal avec les personnes qui souffrent d'addiction parce que dans les mécanismes de l'addiction, il y a une grosse dépréciation de soi, mais elle a été enseignée ces derniers temps à l'Université de Montréal pour les soignants afin de diminuer l'épuisement professionnel. Voilà, donc là c'était vraiment pour les méthodes en général de pleine conscience et les thérapies. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Me revoilà. Alors, il y a beaucoup de réactions. Donc, il y a Bérangère qui nous dit qu'elle est capable de beaucoup de compassion dans son métier. Ses patients viennent presque la voir pour ça, pour parler apparemment, mais elle se rend compte que lorsque elle rentre de sa journée, elle est tellement vidée qu'elle n'arrive plus à être dans la compassion pour son entourage, sa famille et ses amis. Est-ce que c'est un signe de burn-out? Alors, un signe, enfin, moi, alors là, je me permettrais même pas de poser un diagnostic, je suis ni psychiatre ni rien du tout, mais c'est vrai qu'il y a tendance à, enfin, c'est souvent évoqué le fait de dire je me sens vidée, j'ai donné toute mon énergie et je me sens vidée. Alors, euh, en fait, il y a une manière, je pense, de se protéger de ça, c'est vraiment d'être conscient quand on donne aux patients, mais aussi d'être conscient de ses limites, parce que parfois, je pense que des fois, on arrive vraiment à dire non, mais là, moi, ça me fait trop, c'est trop dur, ça me touche trop. Je pense que de le verbaliser aux ses patients, puis mettre des fois, oui, hein, alors Léo là, peut-être que oui, c'est une manière de se protéger sans en fait se couper de ses émotions. Parce que l'épuisement en fait des soignants, c'est souvent dû au fait qu'on y dit c'est une vocation, donc on donne, mais c'est aussi un métier. Il y a des moments, il faut être conscient, je pense, de ses limites. Après un signe de burn-out, ça, je n'irai pas me poser de diagnostic ou m'aventurer dessus. Merci Marie. Il y a Marie-Pierre qui nous demande si, avec la compassion, on ne risque pas de tomber dans le triangle du sauveur. Triangle du sauveur, je sais pas, en fait, je pense que c'est toute la relation qu'on a avec le fait d'aider les autres. En fait, Priscilla m'avait envoyé aussi des questions avant le début du séminaire. Il y avait une dame qui disait oui, mais pour être compatissant, il faut être forcément compatissant avec quelqu'un d'inférieur socialement à soi, donc il y a comme un espèce de niveau de supériorité. Donc je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt la relation qu'on a aux autres et comment nous on se considère. Après, est-ce que ça a vraiment un lien avec la compassion? Ça, je saurais pas dire ça. Je pense à vous de juger, mais je pense qu'il faut se mettre aussi en lumière quelle est ma relation aux autres et comment je me considère par rapport à mon patient. Et du coup, il n'y a plus cette relation de sauveur, soignant, soigné. Voilà. Merci Marie. J'ai Graziella qui nous demande, peut-on parler de deuil du soignant lors d'un décès d'un patient, pardon, et est-ce que cela découle de l'empathie ou bien de la compassion? Et si l'on arrive à parler de deuil du soignant, est-on déjà à la limite d'un état de burn-out? Ouh là là, alors ça, c'est une grande question. Alors, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans, le deuil du soignant. Je sais pas, mais je pense que oui, après les décès, enfin, je pense qu'on repart toujours sur ce que je vois, ce qui me touche, et en fait être conscient de ce qui nous touche et à quel point ça nous touche. Après, on devient sur quelque chose par rapport au deuil de très personnel, c'est-à-dire sa relation avec la mort, sa propre mort, la mort de ses proches, comment on s'identifie. Euh, mais est-ce que à force d'être trop justement dans la souffrance par rapport à des patients qui décèdent, on peut tomber sur du burn-out? Oui, probablement. Mais du coup, je pense on influe plus sur la relation qu'on a avec la mort
que vraiment. Et puis ça, c'est quelque chose au niveau personnel, en fait, à travailler dessus, quoi. Et après, c'est peut-être aussi la relation qu'elle entretient avec ses patients. Mm. J'ai pu avoir une collègue, effectivement, qui, à chaque décès, vivait ça comme un deuil familial, chaque décès de patient. Mais je pense parce que sa relation avec les patients elle était très impliquée émotionnellement. Mm. Je pense que oui, entre implication émotionnelle et en fait, je pense qu'on peut être impliqué émotionnellement, mais tout en mettant des distances. Mais en fait, cette implication, elle va aller dans le fait qu'on arrive à prendre conscience de à quel point est-ce qu'on va loin ou pas loin avec cette implication. Mais je pense que quelqu'un qui arrive à mettre des distances n'est pas forcément coupé de ses émotions ou non compatissant. Merci, Marie. On va vous laisser continuer. Alors, donc là, j'ai sorti juste une petite étude qui est l'étude ISMILE qui est en ce moment lancée par l'Université de Genève. Donc, je vous en ai parlé un petit peu plus haut. Mais en fait, elle est vraiment indiquée pour les étudiants en santé, donc futurs infirmiers, sages-femmes, kinés, diététiciennes et même les médecins, donc ceux de l'Université de Genève, de la faculté de médecine. L'idée, c'est d'avoir deux groupes distincts, un qui sera formé à la MBCTL et l'autre non, enfin qui sera formé mais plus tard, en fait, après l'étude. Ils vont faire des IRM, un bilan sanguin, ils vont regarder s'il y a des changements de plasticité cérébrale, des augmentations ou des diminutions de taux de cortisol. Donc cette étude, elle a débuté au mois de mars, donc j'attends avec impatience les résultats. Et l'objectif, c'est d'évaluer les capacités prosociales et la réponse au stress face à la souffrance des étudiants, qui sont en fait des novices, tant au niveau de la confrontation à la souffrance que aussi la pratique des méthodes de méditation et de pleine conscience et d'entraînement à la compassion. Alors, l'idée maintenant, c'est comment est-ce qu'on intègre ces méthodes en pratique? Parce que les études se font, on a des chiffres, mais concrètement, est-ce que ça va servir et comment ça pourrait servir? Donc, toutes les méthodes que j'ai précitées, elles consistent en des exercices en général de 8 semaines, donc c'est assez court, à raison de 45 minutes par jour. Donc, toujours sur une base volontaire, où on fait des méditations guidées, il y a des exercices personnels, des journaux de bord. Donc, je trouve que concrètement, c'est pas quelque chose qui est compliqué ou long à mettre en place. Je trouve que ce serait bien de proposer en fait ces programmes de formation aux étudiants dans les domaines de la santé. Et pourquoi pas ensuite après aux professionnels aussi qui sont déjà dans les établissements de soins, dans les établissements de santé, donc dans les hôpitaux, et puis après aussi pour les indépendants, et de pouvoir en fait se former librement à ça. Après, ça part toujours d'une base volontaire parce que si on n'y croit pas ou qu'on n'en a pas envie, ça sert absolument à rien. Sinon, par rapport à toutes ces méthodes, moi, je pense que c'est aussi des choses qu'on peut faire en ligne, donc ça ne demande pas forcément énormément d'implication. Voilà. Pour ceux qui désirent aller plus loin, je vous mets juste quelques petites chiffres, mais si jamais donc le site de Tania Singer, vous pouvez télécharger gratuitement un e-book, il est en anglais, où ça recense vraiment toutes les recherches et toutes les méthodes qui existent sur la compassion. Vous recevrez aussi, une fois que vous recevrez l'enregistrement du webinaire, c'est des exercices de thérapie fondés sur la compassion qui sont aussi en anglais, mais qui sont très bien faites. Il existe beaucoup de choses. Par exemple, sur YouTube, il y a des trucs de formation, il y a des sites de formation continue. Nous, en tout cas, je sais qu'en Suisse, on a de plus en plus la MBCT qui est remboursée par les assurances maladie, où les gens peuvent s'inscrire gratuitement. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de possibilités. Puis l'idée, c'est aussi d'essayer parce qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Voilà. Priscilla, du coup, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Oui, tout à fait. Alors, j'ai Simon qui demande si vous connaissez le concept de l'assertivité en Suisse et est-ce que ça peut être efficace dans la lutte contre le burn-out? Alors, ça me dit rien du tout, mais du coup, je suis curieuse. Donc, l'assertivité, en fait, c'est comment réussir à exprimer ses émotions et ses idées de manière claire et sans empiéter sur l'espace des autres, en fait, sans agresser de manière calme. Voilà. C'est D'accord. réussir à. Voilà. Donc, Marie ne connaît pas en fait ce concept-là ensuite, donc elle ne pourra pas forcément répondre
à votre Oui, question, de Sylvie. ce que je comprends du coup de l'explication, on est de nouveau toujours sur la conscience de soi, la prise de conscience de ses émotions, de la bienveillance envers l'autre. Je pense qu'en fait, c'est des thèmes qui ont été théorisés, mais de base, c'est quand même quelque chose d'assez naturel et qu'on a peut-être oublié un peu dans nos sociétés occidentales. Mais l'idée, c'est en fait de remettre en lumière des concepts qui sont presque naturels, je dirais, dans d'autres cultures, mais qu'on a un petit peu étouffés sous. Voilà. Mais je pense que de toute façon, exprimer au fur et à mesure ce qu'on peut ressentir, ça ne peut être que bon pour éviter d'accumuler, je pense. Oui. On a Sandra également qui nous demande est-ce qu'il y a deux implications différentes entre la compassion et l'empathie Les dans implications concrètement, c'est-à-dire? l'implication du soignant dans sa posture, certainement, parce que c'est pas, les questions ne sont pas trop développées, j'essaye de comprendre un petit peu. Donc, je pense que dans la posture du soignant, dans son implication au travail, est-ce qu'il y a deux zones différentes? Est-ce que on a une posture différente quand on est compatissant ou quand on est empathique? Mais je pense qu'en fait, la posture empathique est peut-être la première qui va nous venir assez naturellement, mais qui à terme va mener à un épuisement. Et en fait, la compassion va demander peut-être un effort cognitif, le fait d'adjoindre, d'être conscient aussi, de dire, moi, dans quel paradigme je me situe? Est-ce que là, maintenant, ma réponse, ma sensation va être plutôt empathique ou compatissante? Et y adjoindre cette volonté pour tomber dans la compassion. C'est pour ça qu'en fait, on parle d'entraînement à la compassion, parce que c'est quelque chose qui s'exerce. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, merci Marie. Il y a également Nicolas qui nous demande, sans parler de burn-out, on entend souvent parler de détresse compassionnelle. C'est vrai, Oui, effectivement. oui, de De quoi? fatigue empathique ou de détresse compassionnelle. C'est vrai que c'est un terme qui revient souvent. Alors, moi, comme ça, je le percevrais plutôt comme un début, un peu un signal d'alarme avant de tomber dans le burn-out. Oui. Et qui d'ailleurs, en fait, le terme fatigue empathique, moi, dans toutes les études que j'ai lues, ça tombait toujours en lien avec les professions de la santé. J'ai jamais entendu parler de fatigue empathique du banquier, par exemple. Alors, voilà. Il y a Simon qui nous demande, on nous parle de distance soignant-soigné, où mettre le curseur. Ouais, alors là, franchement, je pense que il y a pas de il y a pas de guideline. C'est vraiment, je pense, à nous de juger parce qu'il y a des gens qui ont besoin en fait d'avoir cette présence ou alors vraiment cette proximité avec le patient. En fait, c'est toujours être à l'écoute de soi et se dire à quel moment ça devient trop ou pas assez pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui est très personnel parce qu'on a notre manière de soigner, notre couleur de soignant et que le curseur, c'est à nous de le poser et puis de l'ajuster en fait au fur et à mesure. Merci Marie. Il y a également Sandrine qui nous demande, avons-nous le temps de mettre en pratique ces méthodes dans un service où le travail est intense? Oui, ça c'est une question que mes collègues m'ont posée parce que j'ai commencé un peu à en parler avec eux quand je préparais ce webinaire. Puis beaucoup me disaient, mais nous, enfin, quand on a fini nos jours, enfin, surtout qu'en Suisse, on a des journées de travail qui sont encore plus, enfin, on a des mois qui sont un peu plus longs, on travaille 42 heures par semaine. Quand il y a ça qui est fait, plus les heures supplémentaires, est-ce que vraiment le soir, on a envie de s'envoyer encore 45 minutes d'exercice, par exemple? Moi, je dirais que c'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment fait sur la base volontaire de quelque chose qui nous intéresse. Moi, je pense que c'est une belle aide et c'est une bonne aide. Moi, je le pratique aussi parce que dans la pleine conscience, il n'y a pas que des exercices longs. Il y a aussi des exercices de quelques minutes, des 3 minutes de respiration. Peut-être, alors là, c'est hors pleine conscience, mais il y a la cohérence cardiaque qui sont en fait 3 minutes d'exercice et de respiration pour réussir à faire baisser la tension. Et je pense que c'est une aide, mais c'est un peu comme aller courir. C'est bien de faire du sport, mais on n'en a pas toujours envie après une journée de travail. Donc après, si c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse et qui nous motive, le temps et la motivation, on la trouve. Mais c'est pour ça que ça doit être fait sur une base volontaire, parce que de proposer ça comme quelque chose d'obligatoire au travail, ça marchera jamais. Il faut réussir à inclure cela dans notre routine quotidienne, en fait. Une route quotidienne, c'est-à-dire quand on a fini encore s'occuper des enfants et tout ça, oui, ouais. Oui, il faut que ça devienne une habitude. Il y a Clément qui nous dit que le concept de la présence à soi est essentiel à développer. Oui. Et puis d'ailleurs, comme je disais au début, c'est que le premier patient et la première personne sur qui on doit exercer cette compassion, c'est nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire nous écouter, être présent pour nous-mêmes. Et puis, compatissant envers soi aussi après une journée de travail où on n'a peut-être pas pu ou réussi à faire notre maximum, de pas être toujours dans cette autoflagellation et puis de dire, bon, moi, j'ai donné pas forcément le meilleur, mais en tout cas ce que j'ai pu. Je pense que ça soulage un peu et ça diminue cette autoflagellation de dire, j'ai pas bien fait mon travail.
Et en fait, ben, la conscience de soi et la compassion, il faut commencer à l'appliquer à soi-même. Il y a Fabienne qui nous dit, et merci parce que face à l'écran, c'est pas toujours facile de s'exprimer aussi facilement que d'habitude. Et elle nous répond, oui, l'assertivité est un concept qui est développé dans les entreprises, surtout les centres de production. Il s'agit de communiquer de façon calme, avec bienveillance et sans en faire une affaire personnelle. Entre parenthèses, les accords Toltec. Merci Fabienne. D'accord. Alors, il y a Nelly qui nous demande, est-ce que la compassion peut être naturelle ou faut-il forcément travailler pour mieux le pratiquer? Alors moi, je pense que on est tous différents. Il y a sûrement des gens qui, plus facilement ou plus naturellement, arriveront à la développer. Mais comme je disais, en fait, c'est qu'il y a même des personnes neuroatypiques, donc autistes, chez qui on peut un petit peu développer, un petit peu stimuler la compassion. Donc ça s'entraîne. Et je pense que même s'il y a, enfin voilà, même s'il y a un petit talent de départ, c'est vraiment beaucoup, enfin beaucoup. C'est de l'entraînement et en fait, c'est de la conscience de soi. Et en fait, oui, je pense que ça s'entraîne et ça se travaille. Il y a Simon qui nous demande s'il a bien compris, empathie plus volonté de soigner est égale compassion. Est-ce bien cela, demande-t-il. Exactement, oui. Ouais, donc Sans, volonté de soigner ou volonté de bienveillance, quoi. très bien. Sans forcément de résultats, sans forcément attendre de résultats au bout. Ça revient à une Exactement, oui. C'est que des questions. l'obligation des moyens, mais pas du résultat. Et en fait, heureusement, parce que si on avait une obligation de résultat, je pense qu'on serait, on serait vraiment épuisé. Enfin, ça marcherait pas. C'est pas possible. Surtout, enfin, moi, en tout cas, je travaille dans un service d'addictologie où bah, mes patients, ils reviennent des fois 6, 8, 10 fois de plus en plus mal. Et voilà, si j'arrêtais de donner ou juste parce qu'il n'y avait pas de résultat, ben, j'arrêterais mon travail assez vite, je pense. Il y a Guy qui nous demande, ne pensez-vous pas que l'essentiel est de chercher à comprendre le patient pour l'aider si c'est possible, tout en restant dans son rôle de soignant? Oui, bah, la compréhension de l'autre, en fait, c'est la base de l'empathie. C'est-à-dire qu'on travaille avec les neurones miroirs, c'est on voit l'autre. Et avant, je vous parlais de la théorie of mind, la théorie de l'esprit. Et en fait, c'est vraiment la capacité humaine, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver ça, ou en tout cas, à identifier ça chez d'autres espèces. Peut-être qu'ils le font, mais on n'a pas les codes pour comprendre. C'est vraiment j'arrive à donner une intention et à décoder ce qu'a besoin l'autre par le non-verbal et en fait en introspection. Donc en différenciant le moi de lui, le soi de l'autre, mais en fait en se posant la question de qu'est-ce qui a besoin, que voudrait l'autre et de quoi a besoin l'autre. Merci. Il y a Nicolas qui nous dit qu'effectivement, lorsqu'on a le temps, il est bien de méditer une demi-heure par jour. Et si on n'a pas le temps, alors c'est là que les commentaires sont un peu difficiles des fois à comprendre parce qu'on ne développe pas trop. Il dit si on n'a pas le temps, il faut méditer 1 heure, conseillent les grands méditants. Alors c'est certainement une demi-heure tous les jours et peut-être 1 heure de temps en temps. C'est comme ça que je le comprends en tout cas, Nicolas. Alors moi, je suis Euh, pas moine bouddhiste, mais je vous dirais, faites au mieux. Faire toujours, enfin, donner son mieux de soi. Puis si un jour, c'est 3 minutes, même juste un moment de se reconnecter avec soi, de se dire, bon, ben, je me réancre dans l'instant présent, l'ici et maintenant, ben, c'est déjà gagné. Enfin, après, moi, je pense on n'est pas tous appelés à être des grands moines tibétains. L'idée, c'est vraiment de faire avec ce qu'on peut chaque jour. Et puis, il y a des jours où on fera beaucoup et d'autres moins. Voilà. Merci Marie. Il y a Nelly qui nous demande si trop de compassion peut-il amener aussi au burn-out, tout comme l'empathie, à force de vouloir aider. Alors, de ce que j'ai lu, après, j'ai pas expérimenté, mais non, normalement, en fait, la compassion est toujours censée nous protéger de ces émotions négatives parce que justement, ça génère de l'ocytocine, en fait, même au niveau cérébral, des sensations de bien-être. Donc, trop d'empathie, oui, mais si on est juste et qu'on arrive vraiment à se mettre dans la compassion, en théorie, non. Après, je veux pas vous dire mais des études qui sont ressorties et puis de ce que j'ai lu, non, 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 il n'y a jamais trop. Alors il y a Davia qui nous demande est-ce que le manque de temps pour les soins relationnels peut mener à un stress et du coup parfois à un burn-out? Ah oui, je pense. Et puis en fait, cette frustration aussi de ne pas pouvoir être là, d'être toujours la main sur la porte parce qu'on a 10 autres patients qui attendent. Ça, clairement, je pense une des premières choses, c'est en fait cette sensation de ne pas pouvoir faire bien son travail parce que notre travail, on l'a fait aussi parce qu'on aime les autres et qu'on veut écouter les autres. Donc oui.
Après, des fois, il faut se dire que le peu qu'on a pu faire, c'était peut-être tout ce qu'on pouvait, que c'est pas le mieux. C'est pour ça que je dis que c'est très bien, hein, les méthodes de compassion, de pleine conscience, il faut que ce soit enseigné, mais il y a aussi un travail qui doit être fait au niveau institutionnel, au niveau de la santé en général. Mais bon, là, tout de suite, moi, j'ai pas la solution. Il y a Nicolas qui nous dit « Cela veut simplement dire que la simple sensation de ne pas avoir le temps nécessite de le prendre. Ouais. » J'avoue que c'est vrai que c'est un peu frustrant ce chat parce qu'on aimerait échanger en direct. Ce serait quand même bien plus évident pour développer les questions. Je suis désolée si je les retranscris pas comme il faut. Non, c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a des exigences d'une institution, d'un environnement, et après il y a aussi nous ce qu'on voudrait faire, est-ce que la personne a besoin, et puis malheureusement, on essaie toujours de ménager la chèvre et le chou. Donc c'est pour ça que je pense que l'autocompassion et de se dire à la fin de la journée, j'ai pas pu écouter mon patient dans la chambre, je sais pas combien qui avait besoin, mais j'ai essayé, j'ai pu, j'ai voulu. Voilà, j'ai eu cette volonté d'aider, mais j'ai pas le résultat. Et je pense que aussi d'être un peu apaisé par rapport à ça, ça permet de se protéger de cette fatigue et de cet épuisement empathique. J'ai fait de mon mieux. Ouais. Il y a Philippe qui nous dit que quelques minutes de méditation chaque jour est pour une meilleure hygiène de travail, je pense, est comme une meilleure hygiène de travail, comme se laver les mains. Je suis désolée, j'ai du mal à Oui, des je fois. comprends un peu l'idée, c'est que en fait, ça devrait être autant important peut-être de se laver les mains que de faire quelques minutes de méditation. Et oui, tout Je à pense fait, que hein, et en fait, il y a beaucoup d'études maintenant, par exemple, je parle de la cohérence cardiaque où on voit physiquement des diminutions, des problèmes cardiaques, de l'hypertension, enfin au niveau physique, en fait, ça se voit les répercussions. très bien. Voilà. Donc, nous avons terminé avec les questions. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Marie, peut-être? Non, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer là-dessus. En fait, j'étais assez surprise quand ils m'ont dit le nombre de personnes qui étaient inscrites au séminaire. Parce que enfin, c'est un sujet que moi qui m'a beaucoup touchée. Je me pose toujours des questions là-dessus, mais je pensais pas que ça pouvait autant toucher de personnes. Puis après, en parlant aussi avec mes collègues, avec mon entourage, je me suis rendu compte que, ouais, non, c'était un sujet qui était en fait à la fin peut-être assez central. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à rechercher un peu des études, à retrouver un peu des choses. Puis je pense qu'il y a encore plein de choses à gratter. J'ai pas été partout. Donc voilà, ça demande que après à être un peu étoffé. Un peu plus loin, il y a ma bibliographie. J'en ai beaucoup, mais de toute façon, je vous laisserai chercher. Puis vous aurez après le PowerPoint et puis les retranscriptions. Voilà. Voilà, le but de ce webinaire, c'est sûr qu'en une heure de temps, on ne peut pas tout balayer. C'était surtout de donner des petits outils, des études, hein, de faire connaître des études qui sont en cours et de donner l'envie aux personnes présentes ce soir d'aller chercher par eux-mêmes pour aller un peu plus loin dans toutes ces techniques qui sont possibles et trouver celles qui vous correspondent, en fait, tout simplement, je pense. Oui, l'idée, c'est vraiment de se faire en fait une boîte à outils parce que on réagit pas tous à la même chose, on n'a pas tous les mêmes modes de vie. Donc l'idée, c'est un peu de gratter, de tout tester, et puis après, une fois qu'on a ce qui nous convient, de le garder et puis d'avoir cette petite boîte à outils avec nous. Mm. Et puis de comprendre surtout la différence entre cette fameuse empathie dont on parle durant toutes nos études et la compassion. Je pense que c'est déjà le point de départ pour pouvoir ensuite cheminer et essayer d'être le plus à l'aise et de vivre au mieux son travail au quotidien, en tout cas. C'était Oui, le et puis but de de ce. réussir à prendre une systématique, en fait, de se poser la question, là, maintenant, où est-ce que je me situe? Parce que c'est pas parce qu'on fait des entraînements à la compassion qu'on va être toujours systématiquement dans la compassion. Alors, volontairement, on peut pas, mais par contre, de passer de la compassion à l'empathie à force de stress, de pas de temps, ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment un réajustement qui est continuel et une question à se poser à chaque situation en disant, mais oups, la pause, où est-ce que je me situe? Et de prendre en fait cette systématique de se poser la question comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on se situe, en fait de s'écouter tout simplement. Penser à soi. Mm. Penser On à soi oublie, avant de prendre soin des autres. Ouais. c'est ça exactement. Je pense que c'est peut-être le mot de la fin de ce webinaire. Penser à soi, ne pas s'oublier. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Marie, pour cet accompagnement sur cette thématique depuis ces quelques mois.
Je vous remercie à tous pour cette participation au webinaire. J'espère que vous avez apprécié en tout cas tout ce qu'on a pu développer, que ça vous a donné envie d'aller fouiller un petit peu plus dans toutes les études qui sont mises en place un peu partout dans le monde. Voilà, le lien de ce webinaire vous sera envoyé début de semaine prochaine et vous aurez également dans le petit mail de remerciement les documents que Marie nous a fournis. Comme ça, vous pourrez avoir cette fameuse grille pour vous évaluer, vous auto-évaluer sur le risque de burn-out ou pas. Je vous invite également à fouiller un petit peu dans notre catalogue de formation. On a des thématiques qui sont en lien avec la compassion, donc je vous laisse aller voir ce que le CHEM peut proposer aux professionnels de santé. N'hésitez pas à répondre également à l'enquête de satisfaction et de nous faire part de vos envies de futurs webinars. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup Marie. Avec plaisir.